Voilà, bonjour Yolande. Bonjour Pascal. Merci d'avoir pris un petit peu de temps ce dimanche pour échanger. Ça fait un petit temps en fait qu'on le souhaitait et finalement les choses, j'ai envie de dire, se sont bien mises. Il y a véritablement, je dirais, une envie de part et d'autre de partager un petit peu ton vécu, de mieux te connaître finalement. Et j'aurais souhaité dans un premier temps, Yolande, que tu te présentes en quelques mots, c'est-à-dire quelles sont tes activités, je dirais, actuelles. Donc, je suis Yolande, je suis une femme de 60 ans, c'est l'année de mes 60 ans. Je l'ai ouverte le mois dernier. Voilà, c'est une étape de ma vie où il se passe des choses assez différentes parce qu'avant, j'ai été une mère. Je suis aussi une grand-mère maintenant. Euh, je pense que mon rôle de grand-mère est plus facile et source de joie plus grande que mon rôle de mère. Donc, j'ai vraiment un immense bonheur euh, à contempler, regarder, observer, jouer avec mes petits-enfants. Voilà. Donc, mon actualité, on va dire, personnelle, c'est voilà, c'est ce lien extraordinaire que j'ai avec mes petits-enfants qui se construit, hein, c'est nouveau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai un métier, hein. Je suis une femme d'abord, une femme qui a travaillé toute sa vie, qui continue de travailler. Je pense que je travaillerai même, je crois, jusqu'à mon dernier souffle. J'exerce donc le métier de la psychothérapie. Donc, je suis gestalt thérapeute. C'est ce qui a marqué sur ma carte de visite. En fait, je suis dans des métiers d'accompagnement depuis l'âge de mes 20, on va dire 22 ans. En fait, j'ai un diplôme d'état d'assistante sociale, donc j'étais assistante sociale. Je le dis parce que ça a un lien probablement avec les sujets qu'on va évoquer, puisqu'en tant qu'assistante sociale, on est en France responsable et désigné par la loi comme étant un agent et un acteur de la protection sociale. Donc, c'est la fameuse loi 48. Et donc, à ce titre, en tant qu'assistante sociale, alors bon, ça a pris des formes différentes, mais on a été vécu à certains moments comme des contrôleuses sociales, puisque on s'occupait de la mère et de l'enfant dans la période de la grossesse et de la naissance. Et donc, on faisait ces fameuses visites à domicile. Euh, en France a été créée la protection maternelle et infantile. Et donc, cette visée législative était organisée concrètement sur le terrain par le métier et le travail des assistantes sociales. Donc, j'ai été assistante sociale de terrain pendant de nombreuses années, à peu près une dizaine d'années. Et à ce titre, parce que on va en parler probablement, quand il y a des signalements d'enfants en danger, on est en première ligne pour faire des signalements d'enfants en danger. Euh, et donc, on a été amené à signaler des familles maltraitantes, alors maltraitantes physiquement, psychologiquement, soit de manière sadique et active, soit parfois de manière carencée, hein, des mères et des pères qui sont en carence. C'est une vigilance de la société. On exerçait la vigilance de la société sur le plus petit, le plus fragile. Et les plus petits, les plus fragiles, c'était la femme enceinte, la femme qui accouche, la femme mère des enfants en bas âge. Voilà. Mhm. Donc j'ai fait ça pendant un certain temps. Et puis j'ai fait un travail psychanalytique de fond, on va dire. Et puis progressivement, j'ai exercé le métier vers lequel j'ai toujours voulu me destiner, qui est le métier de psychothérapeute. Et il y a eu une étape en 2006, je me suis installée en libéral. Euh, voilà. Mais entre-temps, et j'ai encore hein, des activités en entreprise, hein, donc de coach et de conseil. Donc voilà. Alors, dans mes activités autres que le travail et m'occuper de ma famille, j'ai eu des responsabilités professionnelles. J'étais secrétaire puis présidente à deux reprises d'une association professionnelle de coachs et de consultants. C'est un métier, et ça va toucher probablement au contenu de notre discussion, c'est un métier forcément qui enfin, c'est une fonction associative professionnelle qui travaille sur la déontologie, qui réfléchit au sujet, des conditions d'exercice de certains métiers, notamment les métiers d'accompagnement. Accompagner quelqu'un, ça nécessite de prendre des précautions et des précautions notamment de contre-pouvoir.
C'est ce qu'on appelle chez les psys le contrôle, ou on parle souvent de supervision. Donc moi, je me suis beaucoup penchée sur le sujet de la protection des personnes fragiles. Une personne qui vient consulter un psy, elle est dans un rapport dissymétrique, et donc la personne fragile, c'est d'abord le patient, le client, peu importe comment on l'appelle. Et donc c'est important que le métier produise une norme et produise des garde-fous à la très grande prise de pouvoir que peut avoir par exemple un psy, Mhm. mais qu'a aussi un coach, qu'a un consultant dans certaines situations de fragilité. C'est ça, oui. Donc, c'est un peu mon cheval de bataille, hein, l'éthique, la déontologie. Tout au long de ma vie, dans les instances professionnelles, je me suis penchée beaucoup sur ces aspects-là. Et j'ai envie de dire, je pense que j'y ai été sensibilisée. C'est là aujourd'hui que je le dis, parce que je n'avais pas forcément fait le lien avant. Je pense que mon histoire personnelle, que Oui, j'évoquerai en quelques mots, oui. en fait, m'ont toujours sensibilisée à la protection du plus faible, Mhm. à le contre-pouvoir et à la fonction tiers C'est ça. dans Éviter une l'abus sur les relation qui est difficile. consciences et Exactement. éviter l'abus sur sur les corps également. La question qui me vient en fait, Yolande, quand je t'entends, c'est que je me dis évidemment, en connaissant justement un peu ton histoire déjà, je me dis que le métier parfois est une vocation, que le métier n'est pas choisi par hasard. Et quand moi j'ai fait des études de droit, j'ai vu beaucoup en fait d'étudiantes qui faisaient des études en psychologie, et je ne peux pas m'empêcher de me dire, tiens, elles font la psychologie, il y a un trait particulier qui est peut-être lié à leur histoire. Et on en vient donc effectivement à ta propre histoire à toi. Tu es psychothérapeute, tu l'as dit, mais j'imagine de fait que ce n'est pas un métier que tu as choisi au hasard. Donc peut-être, pour en revenir du coup à la genèse de ce métier, tu peux peut-être nous expliquer dans un premier temps quelle était ton enfance, quelle était ta culture, dans quelle société entre guillemets as-tu vécu, quelle a Mm. été ta vie d'enfant, d'adolescente. Alors bon, mon nom parle d'emblée, hein. Je suis née dans un milieu qu'on dit aristocrate, d'une famille nombreuse, croyante, pratiquante. Alors, pour ceux qui nous écouteraient, qui ont besoin de mettre des étiquettes, aujourd'hui, on la taxerait sur l'échiquier politique de l'Église, plutôt à droite, conservatrice, voire intégriste. Donc, j'ai une enfance qui a été baignée des luttes internes à l'Église en termes de lutte de pouvoir, hein, et au travers la théologie. Euh, je suis très attachée à mes racines du Sud-Ouest parce que dans mon histoire familiale, il y a une figure, j'allais dire, de lait et de miel, qui est ma grand-mère paternelle, euh, Hmm. qui est très inspirante pour moi en tant que femme. J'ai perdu mon père quand j'étais très jeune, et donc ça a à voir avec mon métier. J'ai vécu des situations de fragilité qui, à un moment donné, m'ont fait dire que il fallait faire quelque chose, qu'il y avait peut-être des gens qui aidaient. Et donc, j'ai eu une grand-mère qu'on dirait aujourd'hui folle, qui a fait du délire mystique. Je fais un petit lien avec l'histoire de Marthe Robin, puisque j'ai déjà fait une interview avec toi. Oui. Donc, du coup, je me suis très tôt on va dire, intéressée à la psychopathologie. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, de la folie? Et bien sûr, c'est lié à mon histoire, hein. Mais Bien ma sûr. grand-mère faisait du délire mystique quand même. Donc, en fait, euh, ça m'a interrogée forcément enfant, hein, les Mhm. liens, pourquoi ce délire-là plutôt qu'un autre. Et ça Euh, correspondait en fait à quoi ce délire avec le recul en fait d'abord ça oui ça il se manifestait comment ce délire Elle et faisait des comment crises de folie, elle faisait des crises de folie, d'hystérie en fait, hein, une espèce Et en même temps avec un truc de mysticisme, d'expiation, bon, enfin, on va dire vraiment, c'est ça l'hystérie, quoi. Hmm. Et j'ai beaucoup maintenant de tendresse pour cette grand-mère, mais c'était très, très dur à vivre ces crises de folie en famille. Et en fait, bon, on le sait, c'est-à-dire que dans le délire, quel qu'il soit, enfin dans la folie, euh, on dévie, puisque la folie, c'est sortir du sillon, on dévie de là où on vient. C'est-à-dire que si en fait, je ne sais pas si ma grand-mère
était dans un milieu politique, elle aurait probablement fait des délires peut-être plus paranoïaques, complotistes ou des choses comme ça. Bon, c'était une femme qui était très, très pieuse, donc son délire était, j'allais dire, propre et en référence avec sa vie, ses centres d'intérêt, ses connaissances. Mhm. Donc voilà. Donc je suis issue et du côté de mon père et de ma mère, de deux familles, on va dire très croyantes. Alors chacune avec des couleurs un peu différentes. Du côté de mon père, j'allais dire, c'était des gens croyants, pratiquants, effacés, pas du tout conquérants. Enfin, voilà, ils avaient une foi, je pense, sincère et assez, une forme de pureté, je dirais, j'avais envie de dire ça. Mhm. Sans chercher trop, en tout cas du côté de mon père, sans trop chercher à imposer quoi que ce soit. Du côté de ma mère, c'était beaucoup plus militant, beaucoup plus engagé, beaucoup plus politique. On a des générations de jésuites, par exemple. Donc, je ne cache pas mon amitié et mes liens avec des jésuites. Alors, non pas avec les jésuites, mais avec certaines personnes jésuites, notamment oui, j'ai eu dans ma vie toujours un prêtre jésuite avec qui j'avais un dialogue en fait. Mhm. Et, euh, et ils ont participé à ma recherche, on va dire ça, à ma recherche de sens. Donc voilà. D'accord, Yolande. Et ce côté, en fait, traditionnaliste de ta famille, ça t'a impacté d'une certaine façon? Tu as toi-même, j'ai envie de dire, été versé dans un milieu conservateur auquel tu as cru, ou bien quelque part tu as toujours été extrêmement critique par rapport à ce que tu recevais? Alors bon, sans vouloir être très orgueilleuse et reconstruire l'histoire après, mais euh, justement, on me pose souvent cette question. J'ai envie de dire, j'ai jamais cru. Bon, j'ai forcément cru un peu quand on est enfant, on est crédule. Mais il y avait tellement, j'assistais en fait au sein de ma famille à de telles contradictions, non pas du message du christianisme ou de l'évangile, mais des clercs. C'est-à-dire, je voyais chez moi, ma mère a reçu de nombreux prêtres, et il y avait un tel décalage entre le discours et la vie concrète et ce qu'ils faisaient que, bon, je pense que je suis quelqu'un qui doute assez facilement. Euh, Quelque part, j'ai jamais cru. Enfin, moi, j'étais une petite fille. Je suis dans une famille où les filles ne parlent pas. Enfin, les enfants ne parlent pas. Et en plus, quand on est une fille, la parole n'a pas de valeur. Donc, en fait, j'ai quand même passé des années, dont mon métier vient de là, à écouter, 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 écouter. En fait, j'ai beaucoup appris maintenant, je m'en rends compte, mais Hmm. j'ai observé et écouté. J'étais en bout de table et j'ai regardé et écouté, mais j'ai imprimé aussi beaucoup de choses. Donc, voilà. Alors, je vois où tu vas en venir parce qu'on a un peu des liens, on se connaît. Euh, donc, j'ai été abusée, je l'ai déjà dit sur les ondes, j'ai été abusée sexuellement par un prêtre qui était le parrain de mon frère lorsque j'avais 6 ans. Bien évidemment, à cet âge-là, je n'ai eu aucune conscience, en fait. Euh, j'ai envie de dire, j'ai eu aucun trauma parce qu'en fait, j'ai pas vraiment réalisé ce qui m'arrivait. J'avais pas d'informations données par mes parents par rapport à la sexualité pour comprendre ce qui m'arrivait. Ça n'est que plus tard que j'ai compris. Mais en revanche, au fur et à mesure que j'ai pu comprendre, donc assez vite, au moment de l'adolescence, quand on commence à comprendre ce que c'est que la sexualité, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui s'y passe, c'est là que j'ai pu reconstruire mon histoire pour me rendre compte que j'avais été abusée, agressée sexuellement, violée. Hmm. Mais on va dire que jusqu'à la puberté, l'éveil sexuel, c'est un événement qui est passé un peu à la trappe, si je peux dire. Hmm. Mais en revanche, quand j'ai compris quelque chose de la sexualité et que je l'ai replacé dans le contexte, que j'avais commencé ma sexualité avec un prêtre, et quand on sait tout le discours de l'Église à propos de la sexualité, ça a été la première porte d'achoppement, ça a été le premier moment où je me suis dit, mais non, ça cloche là, enfin, il nous raconte n'importe quoi. Oui, Donc c'est en fait, ça. je vais dire, c'est vers l'âge de 10-11 ans que
ce que je nommais au départ des différences entre le discours et la pratique, que j'ai compris que là, il y avait une forme de duplicité et une forme de trahison, si je peux dire, mais la trahison était minime puisque l'adhésion était très légère. Hmm. Donc moi, j'ai baigné, et mon catholicisme, puisque j'ai été baptisée, il est, j'allais dire, social. C'était le catholicisme, c'est plus une appartenance, c'est-à-dire c'est la paroisse, c'est le fait d'aller le dimanche avec ses parents, que les copains des parents venaient, des copains, enfin moi je me faisais des copains à partir des amis de mes parents. On était dans des écoles catholiques, donc ça faisait partie de ça. Les prêtres, et puis il y avait des prêtres dans la famille. Donc les prêtres, c'est la famille, en fait, finalement. La Hmm. différence entre l'Église euh, et la famille, la frontière, pour moi, dans mon éducation, dans mon histoire de famille, la frontière entre la famille et l'Église est très ténue. Et Hmm. puis, j'ai appris plus tard, mais petit clin d'œil de l'histoire, ma famille, du côté de ma mère, descend d'un prêtre, tout simplement. Nous sommes les enfants d'un prêtre qui, avant la Révolution, a eu une maîtresse, les fameuses bonnes du curé, puis on a eu une deuxième pour finalement avoir un fils, puisqu'il s'agissait de perpétuer le nom, l'héritage, etc. Hmm. Donc, j'allais dire même dans mes gènes, presque depuis plusieurs siècles, coule cette espèce de confusion ou d'absence de frontière entre l'Église et ma famille. Donc, en fait, Ouais. quelque part, j'ai presque envie de dire que tout ce qui touche à l'Église, quelque part, ça me touche aussi dans mon sang. Donc, Ouais. euh, c'est en ce sens-là que finalement, aujourd'hui, euh, je ne souhaite pas m'étaler sur en quoi je crois, parce que c'est quelque chose d'intime et que je garde. Et puis, par distance aussi vis-à-vis de mes patients, il y a des choses que ici, je ne révélerai pas. Hmm. Non pas que je veuille les cacher, hein, je le dis tout de suite, mais bon, une forme de distance et de neutralité dans l'espace public. Mais en tout cas, en termes d'institution, l'Église est une institution qui m'importe. Elle m'importe de mon histoire. Je ne peux pas m'en défaire totalement. Et elle m'importe parce que elle est imbriquée aussi dans l'histoire de mes patients. Ouais. Mais ce qui est Donc, incroyable pour le coup, Yolande, ce qui est incroyable évidemment, c'est que quelque part cette distorsion, ben, tu l'as vécu dans ta chair, c'est-à-dire cette distorsion entre la parole de l'Église, extrêmement, j'ai envie de dire chaste, extrêmement pure par rapport justement à la sexualité, ce qui est censé être, et puis les actes. Nous évidemment, j'ai envie de dire comme catholique lambda, peut-être il a fallu des générations pour se rendre compte. Avec tous les scandales de l'Église, qu'effectivement il y avait cette distorsion et que quelque part elle finissait enfin par nous sauter aux yeux. Toi, pour le coup, j'ai envie de dire, tu l'as vécu dans ta chair, cette distorsion. Ce qui quelque part, peut-être, entre guillemets, évidemment, t'a sauvé en ce sens où, malgré le fait que tu étais né dans une famille traditionnelle, toi-même, tu n'as pas eu ce besoin, finalement, d'hériter de cette partie-là, je dirais, de ta famille. Tu t'en es distancié très, très facilement. ouais, ouais, tout à fait. Alors, c'est sûr que on pourrait dire qu'une des conséquences très concrètes de mon agression sexuelle enfant, désolée pour les saints prêtres, comme on dit. Donc, c'est pour ça que je parlais tout d'un coup, j'ai quand même des amis jésuites, j'ai des amis prêtres, je peux être leur ami. Euh, je veux dire, j'ai pas, voilà, je ne voue pas une haine aux clercs et aux prêtres, mais c'est sûr que dans mon histoire, un prêtre, un, un religieux, une religieuse n'a déjà pas de crédit, c'est-à-dire avec moi, je dirais, il part avec un désavantage. Je me laisserais probablement plus prendre peut-être par un homme politique ou par un juriste, un avocat, avec lequel j'ai pas eu a priori d'histoire grave depuis le départ, mais un prêtre, un religieux, enfin tout ce qui représente le signe religieux, mais je pense qu'un imam ne m'attrapera pas plus facilement qu'un prêtre ou un rabbin, euh, même si j'ai parfois beaucoup de tendresse pour les rabbines. Euh, je fais un petit clin d'œil à Delphine Mhm. Orwiller que j'apprécie beaucoup. Mais oui, un prêtre, en fait, entre guillemets, à partir du moment où un prêtre, un évêque, le pape, enfin, ils me la raconteront pas, quoi. Il y a un Mhm. truc où, de toute façon, je le reconnais, je l'avoue, j'ai un système défensif immédiat, quoi. Mhm. Il me faut plutôt
un peu faire appel à ma rationalité et un peu de mesure pour me dire, bon, tous les prêtres ne sont pas celui qui m'a abusé. C'est Mais ça. voilà. Ouais. Donc, en fait, je me suis, entre guillemets, jamais tellement laissée endoctriner par l'Église, en tout cas par le discours de l'Église catholique. Je crois que je ne me fais pas embobiner aujourd'hui et on ne m'embobinera pas. Je garde vraiment ma liberté. Elle a un prix, cette liberté. Et Hmm, j'ai payé le prix déjà cher. Donc, hmm. Mais justement, j'en use. tu parles de prix, effectivement, qui est lié à ton vécu. 6 ans, c'est quand même extrêmement tôt. Tu te souviens, ton parcours, euh, quand le cas échéant, tu as pu en parler, si tu as pu en parler à ta famille de cette expérience extrêmement traumatisante, ou est-ce que tu as dû taire ça très très longtemps et éventuellement le, le disséquer en thérapie sans jamais pouvoir en parler à ta famille? Comment ça s'est passé? Ah oui, alors l'histoire de la révélation, bon, Hmm. j'allais dire, je ne me sens pas une victime différente des autres. Hein. J'échappe pas aux grandes règles de ce qui se passe. Hein. Je vais utiliser le terme victime parce que c'est un peu celui qui est utilisé beaucoup dans le langage. Moi, je préfère le terme anglophone de survivante. J'expliquerai plus tard pourquoi, mais bon, je vais utiliser le mot victime parce que je sais que du coup, je serai comprise par tout le monde. Euh, En fait, j'ai mis très très longtemps puisque j'ai révélé ce qui m'était arrivé à l'âge de 46 ans, c'est-à-dire 40 ans après. Alors, ça, c'est à ma famille. J'ai envoyé une lettre à mes frères et sœurs et à ma mère euh, avec la trouille de ne pas être crue, hein, comme toutes les victimes. Hein. Hmm. Je ne suis pas plus forte que les autres. Hein. Je veux pas, même si apparemment je peux donner l'impression d'avoir mieux digéré ou plus digéré. Voilà, je me sens pas du tout. J'ai encore des moments où, bah voilà, il y a des choses qui reviennent. Donc j'ai mis 40 ans à le dire à ma famille et je n'en ai jamais parlé en thérapie pour ainsi dire, parce que j'ai pas éprouvé le besoin d'en parler parce que je n'ai pas eu de conséquences, on va dire, ni dans ma sexualité, ni dans mon rapport homme-femme. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça que ça se fait. Peut-être que je découvrirai dans mon travail thérapeutique que je continue d'autres choses. Mais pour le moment, c'est pas à cet endroit-là que ça a eu des impacts. Ça a eu beaucoup d'impacts dans ma vie, mais ça a eu un impact, par exemple, dans mon rapport à l'autorité. Ça a un impact dans ma relation au clerc, tout simplement. Les hommes qui portent une soutane, enfin bon, que ce soit une soutane, un clergyman ou autre chose, voilà, ça a des impacts à cet endroit-là. Donc, en fait, j'ai pas eu besoin de le travailler en thérapie ou de revenir. Je me sens pas souffrante à cet endroit-là. Il n'y a pas eu de violence physique, contrairement à beaucoup de gens. Il n'y a pas eu la répétition, qui est un des éléments quand même qui crée le trauma, enfin qui peut créer le trauma. Donc, je me sens quand même une victime, même si j'aime pas la comparaison et qu'il n'y a pas de degré dans la souffrance, mais bon, voilà, Dieu merci, ça n'a pas impacté trop négativement ma vie. Hmm. C'est peut-être aussi ça qui fait que j'ai aujourd'hui la capacité de recul, de distanciation émotionnelle pour pouvoir à mon tour accompagner des victimes, Ouais. avec cet énorme avantage que j'ai aussi vécu la même situation qu'elle ou qu'eux, tout en ayant vraiment beaucoup de distanciation par rapport à l'expérience psychologique, psychique, affective elle-même. Hmm. Ça a eu un impact, on va dire, social, en fait. Mon rapport à qu'est-ce que c'est que... et j'allais dire, ça a peut-être construit mon féminisme, par exemple, je pourrais dire. Cette histoire a construit mon féminisme. Je peux imaginer que peut-être dans le contexte où j'étais, familial, etc., où vous pouvez en douter, on ne peut pas dire qu'il y ait des femmes féministes dans mon environnement. Je fais plutôt figure de passionnariat et d'espèce de révolté hystérique hein, quand on veut abattre les féministes. Donc, je pense que ça a construit mon féminisme. Ça m'a amené à réfléchir au rapport homme-femme. Et j'ai vécu dans ma chair quelque chose qui est de l'ordre de la domination, de la permission, en fait. Hein. Hmm. C'est bien. Donc, oui, ça construit ma réflexion aujourd'hui. Tu me demandais tout à l'heure quelles sont mes activités aujourd'hui.
Je ne suis militante dans rien je suis une militante des droits humains ou de l'humanité, mais je n'appartiens à aucune association, quelle qu'elle soit. J'appartiens juste aux associations professionnelles auxquelles je dois être affiliée pour des raisons déontologiques. En Hmm. dehors de ça, je n'appartiens à aucune association, ni politique, ni religieuse, ni sociale. Ça n'empêche pas que je soutiens des choses, que je participe, que je donne du temps ou voire de l'énergie ou de la compétence, mais c'est très important pour moi je ne suis pas affiliée. Alors, Hmm. j'ai plein d'affiliations, bien sûr, intellectuelles, spirituelles, affectives, amicales, mais voilà, ma liberté, j'y tiens. D'accord, ouais, je comprends. C'est d'autant plus important quand on est effectivement soumis dans son Ouais. enfance à des maltraitances extrêmement graves. Mais par rapport justement à cette libération de la parole que tu as effectivement osé, et c'est pas toujours évident de le faire, en le faisant, cette parole, elle a été accueillie et éventuellement, deuxième peut-être question, tu as eu connaissance d'autres méfaits que ce même prêtre aurait commis sur d'autres enfants. Oui, en fait, donc en réalité, comment dire, dans la révélation de choses, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu Outreau. On pourrait essayer de donner un petit peu la généalogie Oui. de mon histoire de victime, ce qui donne un petit peu un éclairage. C'est qu'en fait, c'est Outreau. Je travaillais et à ce moment-là, je faisais beaucoup de voitures, donc j'avais tout le temps France Info. Et Outreau passait en boucle. Et en fait, si vous vous souvenez, dans l'histoire d'Outreau, il y avait une histoire de prêtre. Mm. Et en fait, il y a une partie du déni, on pourrait dire aujourd'hui de l'amnésie traumatique qui est tombée. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, j'ai été obligée de m'arrêter, mais en plein milieu du bois de Boulogne, j'ai été obligée de me mettre sur un côté. Je me suis mise à pleurer, mais vraiment d'énormes sanglots. En fait, j'étais surprise par l'émotion. Donc, je pense que vraiment, il y a quelque chose qui s'est déclivé à cet endroit-là, parce que j'entendais l'histoire de ce prêtre, etc. Et en fait, c'est la première fois que je me suis dit, moi aussi. C'est-à-dire l'identification à être une victime d'un prêtre pervers sexuel s'est faite au moment d'Outreau. Donc, je ne sais plus quelle est la date d'Outreau, mais c'est 2003, 4, quelque chose comme ça, hein, je ne sais plus très Mm. bien. Et donc, là, ça a été une prise de conscience de me dire, mais moi aussi. Donc, ça a été très fort. Et à partir de là, j'ai compris qu'en fait, je m'étais enfermée dans le silence et, euh, et que donc, c'était pas juste ce truc-là. Et notamment, c'était pas juste parce que ça configurait mon lien à mes frères et sœurs et à ma mère, et notamment à la maison familiale dans laquelle s'est passé ce viol, euh, que j'ai compris qu'en fait, il fallait que je parle dans ma famille pour leur donner des clés de compréhension. Je donne un exemple. Je ne voulais plus et je ne pouvais plus aller euh, fêter Noël, les anniversaires, passer des vacances dans la maison familiale où j'ai été agressée sexuellement. C'est une histoire juste de... Mm. Sauf que moi, je trouvais toujours des biais pour dire non, non, je ne veux pas y aller, j'aime pas cette maison, j'en ai marre de cette famille, je veux pas. En fait, finalement, c'était faux. Enfin, c'était vrai, c'était faux. Mais en fait, mes frères et sœurs et mes parents ne pouvaient pas du tout comprendre qu'est-ce qui se passait avec cette maison. Ils voyaient juste qu'ils avaient une fille qui était un peu rebelle, un peu pénible, qui ne voulait pas aller à Mm. Noël ou qui ne voulait pas aller au cimetière honorer la tombe de son père, parce que mon père est enterré dans la famille de ma mère. Enfin, bref, tout ça était incompréhensible. Donc, je me suis dit, je ne peux pas indéfiniment être en difficulté familiale si je ne révèle pas ça. Mm. Parce que c'est une clé pour comprendre qui je suis. Bien sûr. Et donc, il fallait que je le dise. Mais moi, j'étais persuadée que ma mère ne me croirait pas. J'étais persuadée que mes frères et sœurs ne pas m'apporteraient aucun soutien psychologique parce qu'eux-mêmes sont beaucoup trop loyaux et engagés dans l'Église pour faire ce travail de dégagement en fait de l'institution. Donc Mm. j'avais très peur et j'ai parlé en fait à une espèce de pseudo-tante dont j'étais persuadée, parce qu'en tant que victime, j'observe, j'étais persuadée qu'elle avait été abusée par un prêtre que je connaissais. J'étais persuadée qu'elle. Enfin, voilà. Moi, j'ai un radar. Ça m'a donné un espèce de radar de ces prêtres qui abusent. Enfin, quelque part, je les sens, je les vois. Et Mm. donc, en fait, je lui ai dit. Et quand je lui ai dit, ben voilà, voilà ce qui m'est arrivé, elle a eu cette phrase incroyable. Elle m'a dit,
mais elle était sidérée, évidemment, de cette nouvelle. Elle m'a dit, ah, toi aussi. Et ce toi aussi m'a laissé sous-entendre qu'elle savait, en fait, d'autres choses. Et Hmm. c'est comme ça, donc, à ce moment-là où je me suis dit qu'il fallait que je dise et que j'étais décidée à engager des poursuites légales, bon, j'avais quand même j'avais 46 ans à cette époque-là quand même, j'étais en âge de le faire. Et en fait, je lui ai demandé des informations. Et elle m'a donné des informations sur ce prêtre du diocèse de Versailles. Et elle m'a dit, mais sais-tu qu'en fait, il y a eu d'autres histoires avec des femmes majeures. Et dans les femmes majeures, je savais que j'en connaissais au moins 2 ou 3. Parce que tout ça, c'était une espèce de cercle religieux, amical, ces espèces de vierges consacrées qui ne sont pas vraiment dépendantes de l'évêque, mais qui sont un peu toutes Hmm. seules, qui sont des proies extrêmement faciles pour les prêtres qui veulent abuser. Et en fait, c'est comme ça. Donc, Google étant mon meilleur ami, j'ai immédiatement été, voilà, et j'ai eu les coupures de presse de journaux euh, où bah, j'ai eu les coupures de presse comme quoi il était en procès en fait au tribunal de Versailles et ce prêtre en fait est mort pendant son procès. Donc en fait le procès n'est pas allé jusqu'au bout, Hmm. mais moi ça m'a suffi en fait. Ça m'a suffi parce que euh, voilà, ça avait été mis au jour, c'était vrai. Alors c'est sûr aussi que ça a contribué du coup à faire que ma famille m'a cru. Hmm. C'est ça. Et Bah, puis parce que bon, donc ces prêtres sont quand même souvent aussi des amis de la famille, donc oui forcément, oui. on fait confiance, il y a un lien de confiance, du coup c'est plus difficile évidemment à remettre en question, et en même Ouais. temps, si la parole ne se libère pas, ça veut dire évidemment que le risque, c'est que ce prêtre-là fasse d'autres victimes aussi dans l'entourage, dans la famille, donc Mm, c'est extrêmement délicat, et en même temps, c'est extrêmement essentiel de pouvoir mm, libérer cette parole. mm. Donc, en fait, bon, et après, ce qui s'est passé, c'est assez amusant. J'aime beaucoup le film de Ozon, grâce à Ouais. Dieu. Je trouve que c'est un très, très beau film. Enfin, il y a- ça a été très, très émouvant. Et donc, en fait, ma famille, j'allais dire, ressemble à un peu ce qui est décrit, c'est-à-dire que ils veulent bien entendre, mais ils voudraient qu'on passe à autre chose. C'est-à-dire que ce qu'ils me demandent, ils sont gentils, hein, j'aime beaucoup mes frères et sœurs, mais ils me demandent d'être une gentille victime qui se tait et qui ne vient pas les déranger. Et Hmm. donc, de cette manière-là, je ne peux pas dire que je sens beaucoup de soutien Hmm. de ma propre famille sur mon expérience d'abord. Et j'aimerais bien qu'ils s'engagent un peu plus clairement, notamment vis-à-vis de leurs liens institutionnels, pour que ça se passe autrement quand même et que les enfants soient moins en danger en allant au caté, à la chorale, Hmm. etc. Et ça me rend très triste, honnêtement, ça me rend très triste de me dire mes propres frères et sœurs ont sous les yeux une histoire qui est quand même pas banale et n'en font rien. Hmm. Bon, c'est leur limite. Oui, ah oui, c'est ça. Donc, Tu es un voilà. peu le mouton noir de la famille parce que tu remets en question l'ordre établi quelque part. Mais c'est toujours un peu la même chose. Je veux dire, quand on fait partie d'un clan, d'un groupe, d'une association, et qu'on a une couleur politique, etc., c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a cette question de loyauté, jusqu'où rester loyal et jusqu'où Mm, effectivement, bah, il y a cette ligne rouge finalement que chacun, à un moment donné, franchit ou ne franchit pas en fonction de ses mm, propres expériences, son propre vécu et sa propre capacité de remise en question aussi, parce que mm. c'est remettre en question, parfois ça va très très loin. Oui, oui. Donc, voilà, c'est un petit peu. Alors, après, dans cette histoire d'agression sexuelle, donc après, ben, j'allais dire, il y a eu la parole libérée Oui. euh, qui, qui allait, qui quelque part n'a pas libéré ma parole, mais a libéré quelque chose en moi de me dire vraiment, je suis d'une gratitude immense envers François, Mm. vraiment, et tous les membres de la parole libérée. Vraiment, j'ai une. Et je me suis dit là, oui, il y en a vraiment qui prennent le problème à bras le corps. Euh, ils ne sont pas inféodés à l'institution, ils sont suffisamment indépendants de l'institution pour que je puisse croire que quelque chose va bouger grâce à eux, qui ne seront pas empêtrés dans des systèmes de loyauté, etc. Bah oui. Et donc là, je me suis engagée, j'allais dire, beaucoup plus socialement. Voilà, quand je dis, je ne suis pas dans une association, mais je peux, par exemple, j'ai donné de l'argent, oui, à la parole libérée, parce qu'à ce moment-là, ça m'a paru le seul interlocuteur valable
et j'allais dire la seule personne à laquelle je pouvais quand même redonner ma confiance pour faire quelque chose par rapport à ça sur le plan institutionnel. Ce que je n'ai pas dit, donc du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait de mon histoire? J'en ai fait que c'est jamais un hasard, on le sait qu'en tant que psy, dans ma patientèle de gestalt thérapeute, puisque je suis gestalt thérapeute, j'ai beaucoup de personnes abusées. Alors, abusées dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être tout simplement abusé par un patron. Hein, dans le burn-out, il y a beaucoup des problématiques d'abus qui se rejouent. Des parents abusifs, des parents maltraitants, mais il y a aussi des femmes violées, des hommes incestés. Donc ça parsème ma clientèle depuis longtemps, probablement parce que mes patients trouvent chez moi une écoute exceptionnelle, non pas au sens de, voilà, mais au sens de l'exception, de la marginalité. Ils trouvent chez moi, évidemment, alors maintenant que je parle un peu plus, mes patients sont susceptibles de trouver ce témoignage ou de m'entendre, mais dans le cas thérapeutique, je ne raconte pas mon histoire, mais forcément mon histoire, mon écoute, ma capacité d'empathie et de compréhension de la situation fait que ça les aide vraiment et qu'il y a un système forcément de Oui, c'est ça. spécialisation, on va dire, Ouais, ils sentent qu'il y sur a ce une sujet-là. connivence quelque part. Il y a une connivence, il y a un lien, il y a une expérience semblable. Donc forcément, Ils tu se sentent rejoins entendus. l'autre. Bien souvent, ils me disent, mais j'ai jamais été écoutée comme ça, mais avec vous, c'est facile parce que vous comprenez très bien. Entre Hmm. guillemets, je devance presque parfois leurs paroles, ce qui leur permet de s'appuyer sur ma parole pour qu'ils disent l'indicible. Hein, Ouais, parce que parfois, je n'ai pas de mal à deviner l'indicible dans chaque ouais. situation. Donc ça, c'est très aidant. Et donc, c'est vrai aussi que euh, ce travail d'écoute, d'accompagnement des victimes, je le fais depuis, j'allais dire, depuis que j'ai l'âge de 22 ans, 23 ans, donc j'en ai 60, ça fait quand même pas mal d'années. Ouais, Forcément, je me suis intéressée intellectuellement aux phénomènes de maltraitance, de domination, les problèmes de perversion. Je disais, je me suis beaucoup intéressée à la psychopathologie, donc j'allais dire, je crois que j'ai à peu près tout lu. Bon, il en sort tous les jours, donc c'est prétentieux de dire ça, mais forcément, j'ai tout lu ce que je pouvais sur la perversité, les perversions, comment ça s'organise, tout ce qui est autour de la paraphilie, qu'est-ce que la pédophilie, la différence entre la pédophilie et la pédocriminalité, toutes les déviations, on va dire, sexuelles. Donc, forcément, j'ai la vie et la clinique, parce que moi, je vois des gens, je lis des livres, mais surtout, je vois des gens. Ça construit un savoir, d'une certaine manière, euh, bah, que mes patients viennent chercher. Donc, hmm. Mais tu parles effectivement notamment des victimes de prêtres que tu rencontres, que tu suis en tant que psychothérapeute. Tu pourrais en fait nous dire, Yolande, éventuellement, quelle est la spécificité, je dirais, de ce type de viol? Parce que parfois, évidemment, ce sont des personnes qui avaient la foi, qui étaient croyantes et qui, du coup, idéalisaient le prêtre. Et ce prêtre, évidemment, tombe de son piédestal. Et du coup, j'imagine que ça peut être une remise en question absolument phénoménale pour la victime qui était croyante, qui avait foi en l'Église, qui avait foi dans le clergé, qui avait foi dans ce prêtre éventuellement. alors, la spécificité, euh, j'ai envie de dire que ça va faire peut-être bizarre. Je vais parler en même temps. Je réfléchis. C'est pas quelque chose que j'ai préalablement consulté, mais qu'est-ce que je pourrais répondre? Je crois que je pourrais répondre que je ne crois pas qu'il y ait une spécificité. Je l'ai entendu ça, mais alors je ne veux pas dire que j'ai raison. Hein, je suis plutôt en question mais j'ai l'impression. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de spécificité entre les victimes enfants d'un prêtre ou de quelqu'un d'extérieur qui n'est pas prêtre, parce que la personne est enfant, elle est forcément dans un rapport parental, quelles que soient les personnes, avec son prof, avec son directeur de chorale, avec l'enfant. Tant qu'il est enfant, il a un rapport dissymétrique et donc de paternité, entre guillemets, avec tout le monde. Le transfert se fait, voilà. Hmm. Pour les victimes adultes, c'est un peu différent et j'allais dire, c'est les adultes elles-mêmes qui ont une problématique avec leur père. Enfin, c'est une problématique. Il y a quand même, je suis désolée, je vais revenir à des concepts un petit peu psychanalytiques. La différence, c'est que
dans leur rapport, c'est plutôt la problématique oedipienne qui est à l'œuvre, et donc à la fois les femmes, le rapport qu'elles ont aux hommes d'une manière générale, et leur problématique sexuelle qui n'est pas liquidée, et donc qui se transfère aussi dans la religion, c'est-à-dire Dieu, il est masculin, il est un homme, ces espèces d'épouses mystiques, je parlais des vierges tout à l'heure, enfin, il y a de la confusion à cet endroit-là, Mhm. et je crois que c'est pas que ça touche différemment, c'est que ça touche un certain public de femmes qui, j'allais dire, psychiquement, se sont pas encore dépêtrées de leurs problématiques oedipiennes. Donc, elles vont aller choisir des hommes, entre guillemets, pères, euh, à qui elles font confiance comme des enfants. Donc, c'est un problème, on va dire, de maturité psychologique qui fait qu'elles se retrouvent dans ces situations-là. Alors, après, moi, je ne suis pas une spécialiste de ça, mais la notion de Dieu qui est liée à la toute-puissance, notamment la toute-puissance infantile, tout ça s'est mélangé. Et donc, c'est la problème. Je pense que la problématique qui est à l'œuvre est différente, c'est la problématique de l'appartenance. C'est à cet endroit-là qu'il y a un vrai sujet. Euh, Pourquoi? Parce que c'est l'histoire des communautés nouvelles. Euh, Sans faire un grand cours de psychologie, mais très très rapidement, qu'est-ce qui construit un enfant? Ce qui construit un enfant, c'est d'avoir eu de l'amour, enfin Mhm. d'en avoir, de l'avoir en quantité suffisante, de manière continue. La continuité du lien, c'est important. Et d'identifier des personnes sur lesquelles il peut s'appuyer. Mais il y a une autre chose qui construit un être humain de manière très très forte, c'est son lien d'appartenance au clan. L'aspect clanique, c'est-à-dire c'est la différence entre les animaux et les hommes. Les hommes, tout seuls, ils ne peuvent pas vivre. On voit bien un poulain, il naît, il se met debout. Un enfant, il ne peut pas. Il est dans un état de dépendance à sa mère. Et donc, il comprend dans sa chair, depuis qu'il est tout petit, qu'il est dépendant des autres. Et donc, les autres, c'est le clan, c'est la famille, après, c'est le village, après le village, c'est la ville, c'est le groupe, c'est l'université, c'est les scouts, etc. Donc, ce lien d'appartenance, c'est-à-dire c'est le lien collectif, c'est pas le lien dans une relation duelle avec son père ou avec sa mère, on est un plus un, c'est le un au groupe, c'est un lien qui structure la personnalité, qui structure la solidité d'un homme et d'une femme adulte. Or, dans beaucoup de familles, du fait de la fragilité du lien familial ou des histoires, des trajectoires particulières, ce lien d'appartenance est souvent blessé et donc beaucoup de femmes et d'hommes vont chercher dans une structure, que ce soit un petit Jésus politique ou que ce soit un petit Jésus catholique ou autre, c'est dans le groupe d'appartenance qu'ils vont aller réparer quelque chose de leur propre fragilité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dans les sectes, de la même manière qu'ils vont à l'église catholique, au parti, à l'association de je sais pas quoi, écologique, enfin peu importe le raison de s'associer, mais être obligé d'avoir un lien groupal comme un ventre maternel en fait. C'est un Mhm. autre ventre maternel, une structure. Une appartenance collective, alors c'est ma vision, ça n'engage que moi, je parle au nom de personne. Ma vision, c'est que appartenir à un groupe, c'est retourner dans la matrice. Et quelque part, c'est rester un enfant. Mhm. Forcément que quand on est dans un groupe, il y a des liens d'allégeance, il y a des liens d'appartenance. Votre parole ne peut pas être individuelle parce qu'elle va avoir des conséquences sur les autres. Si vous voulez que les autres vous donnent du soutien, ben, il va falloir les soutenir. Les soutenir, parfois, ben, ça va vouloir dire se taire. Donc, en fait, vous n'êtes pas libre. Mhm. Donc, donc oui, la difficulté comment dire, des victimes de l'Église, c'est que le lien d'appartenance à l'institution est psychologique et psychique est lié à une défaillance psychologique et psychique. Donc ça va être très compliqué parce que c'est comme un deuxième abandon. Ça veut dire que quelque part la famille n'a pas été structurante et n'a pas été assez contenante à comme abandonner l'enfant. Excusez-moi, je ferme mon téléphone. Et donc, en fait, la structure de remplacement, l'Église est comme, d'ailleurs,
elle a tous les codes en plus. Elle a tout d'un point de vue symbolique. On est des frères, on a des pères, on a des sœurs. Donc, donc elle constitue la deuxième matrice enfin, qui est attendue comme réparatrice. Oui, Donc en fait, être abandonné 2 fois, c'est pas et être maltraité 2 fois, c'est juste pas possible. oui, c'est ça en fait. Parce que c'est effectivement la réflexion que je me fais en t'écoutant, c'est que finalement, on est abandonné une première fois, le cas échéant, par ses parents ou son père, sa mère. On essaie de se structurer dans une communauté, un groupe qui est censé nous apporter la sécurité qui a manqué, et on se fait effectivement abuser une seconde fois. Et malgré ça, en fait, on se rend compte que c'est toujours compliqué, évidemment, de rompre quelque part avec une relation toxique nuisible, que ce soit par rapport à ses Mm, parents. L'enfant, mm, parfois, a une telle loyauté malgré l'abus subi mm, qu'il reste quelque part dépendant de ce parent. Et de la mm. même façon, finalement, si on veut transposer par rapport au groupe, on peut aussi rester effectivement dépendant au groupe, et ici, le cas échéant, de manière plus particulière, à l'Église catholique, malgré le fait qu'on en a été abusé. Et alors là, on arrive évidemment avec des psychismes complètement détruits, mais où finalement la personne essaie de restructurer son mental en faisant finalement des distinguos parfois complètement fous, où on distingue évidemment tel clerc de l'institution du Christ, le Christ de l'Évangile. Enfin bon, il y a toute une sorte de montage. On voit bien parfois des victimes qui ont déjà témoigné, qui disent je suis resté 10, 15, 20 ans dans une communauté, j'étais complètement détruit, mais j'ai quitté cette communauté en pensant encore que j'allais trahir ma vocation et que donc j'allais aller en enfer. Et parfois, en quittant même la communauté, malgré tous les risques entre guillemets pris, en tout cas les risques imaginaires qui sont pris d'aller en enfer, ces personnes retournent encore après à l'église parce qu'elles ont encore besoin de ce lien malgré tout, et tous les dimanches elles vont les communier. Donc, c'est comment tu, en fait, ça s'explique sur un plan, j'ai envie de dire spirituel, ou sur un plan purement psychologique, cet attachement encore et malgré tout. Alors moi, je peux pas l'expliquer. J'ai pas de compétences spirituelles. Enfin, puis ça, c'est pas forcément. Je vais dire que c'est psychique. Enfin, c'est le syndrome de Stockholm. Hein, c'est le faire corps avec l'agresseur. C'est-à-dire tant qu'on n'est pas construit de manière individuelle, de manière assez forte, on fait corps avec la structure qui est, on dirait, nous, dans notre langage psychologique, une prothèse du moi. C'est-à-dire, pour beaucoup, l'Église, c'est une prothèse du moi. C'est-à-dire, c'est aussi, ça donne une identité fixe, très construite, qui évite de se poser la question de sa propre identité et de devoir assumer et construire par soi-même sa propre identité. Hmm. Donc, moi, je le vois comme ça. Pour moi, c'est de l'immaturité psychologique. Alors, en aucun cas, il n'y a pas de mépris de ma part quand je dis ça, parce que j'ai beaucoup de respect pour les limites de chacun. J'ai les miennes propres. Donc, c'est juste enfin, c'est comme un enfant qui ne peut pas encore marcher tout seul. Il a encore besoin d'une main. Et il y a des gens qui sont, alors que la situation est maltraitante, et quand j'étais assistante sociale avec des enfants dans des familles en danger maltraitantes, des enfants qui sont maltraités, euh, ils préfèrent avoir leurs parents maltraitants, Hmm. plutôt une claque, plutôt le cachot, que rien. Et bien, si on transpose chez l'adulte, c'est le même système qui est à l'œuvre. C'est la même fragilité psychologique. C'est plutôt un peu de maltraitance, plutôt un peu de contradiction. Et d'ailleurs, le déni sert à ça. Hein, le déni et la dissociation, c'est tant pis de rester dans des contradictions, tant pis de ne pas vouloir voir ce qui pourtant est sous les yeux, parce que l'enjeu psychique d'appartenance est plus important que tout. C'est la peur de l'abandon dont tu parlais tout à C'est la l'heure. peur de l'abandon, ni plus ni moins. Hein. Hmm. La peur de l'abandon ou de la solitude, ça va avec. Hein. C'est-à-dire Ouais. du fait de ne pas avoir le groupe ou la structure à côté pour nous protéger si on est tout seul. En fait, être tout seul, c'est quand même c'est très difficile et c'est enfin, pour être tout seul, il faut être très solide. Hein. Hmm. Et en fait, ça vient nous chercher tous à cet endroit-là. On a des Bien sûr. capacités plus ou moins. Et comme en fait l'agression sexuelle de l'enfant, mais de l'adulte aussi, notamment des femmes, crée cette fragilité, ben, elle crée en même temps la dépendance qui va aller avec. Hmm. C'est un peu c'est bien pour ça que le système d'emprise et d'abus, c'est un peu un serpent, ça n'a ni queue ni tête, et en même temps,
très, très difficile de s'en sortir, en fait. Ben oui, on voit la répétition effectivement dans la vie des personnes, hein, des femmes notamment maltraitées par leur conjoint qui finalement s'en séparent et retombent dans une situation Et retombe exactement dans identique. exactement. Donc, Enfin, moi, je le vois par exemple en entreprise, hein, notamment dans le burn-out, mais le burn-out touche aussi des hommes, c'est-à-dire que le système de maltraitance et de fragilité, il est à l'œuvre dans plein de situations différentes, hein. Et c'est toujours une histoire de domination. C'est toujours un problème de rapport de force. Est-ce hmm, que je suis petit, est-ce que je suis faible face à l'environnement ou la personne? ouais, Ça, c'est une histoire universelle, le rapport de domination et donc d'abus. Donc, en fait, moi, ma position, mais c'est la position de tous les psys, c'est que la seule manière de sortir de ça, c'est de créer du tiers. C'est-à-dire, il n'y a que le tiers séparateur. On revient, je fais un petit clin d'œil à la triade oedipienne freudienne, hein, c'est qu'il n'y a qu'en créant du tiers qu'on sort de l'abus. C'est les grands principes de la démocratie, on y revient. Enfin, la séparation des pouvoirs, hmm, euh, donc un contre-pouvoir, c'est et ça. puis une loi, en fait, une loi qui n'est la loi de personne, mais qui est la loi de tout le monde. Donc, en fait, on ne peut sortir de l'abus, quel qu'il soit, en fait, que en ayant une conception euh, saine, on va dire, Hmm. du rapport entre les autres, et notamment d'avoir suffisamment travaillé ce que c'était que les phénomènes de pouvoir et de soumission. Enfin, et qui ça, Mais c'est des ressorts qui ont des ressorts psychologiques, sociaux, parce qu'il y a une partie des choses qui sont construites, hein, et on va revenir à mon âme féministe à cet endroit-là, mais oui, c'est important. Donc, en fait, tous ces sujets, euh, les sujets qui m'intéressent, parce que je suis engagée vraiment sur l'accompagnement des personnes homosexuelles, par exemple, notamment au sein de l'Église, parce que, bon, être homosexuel et catholique, c'est quand même assez compliqué. hmm. Les familles qui sont catholiques et qui ont des enfants homosexuels, c'est compliqué pour elles. Donc, je suis engagée en fait dans l'accompagnement, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ça soit comme ci, comme ça, mais enfin, il faut que ça soit ouvert, respectueux. mais, mais ça, par exemple, les personnes homosexuelles viennent réinterroger le rapport de pouvoir entre les hommes, c'est-à-dire qui est un homme. Ça pose la question de qui est un homme. Est-ce qu'un homme qui est homosexuel est un homme? Donc, les sujets se tiennent, hein. Mais oui, Euh, mais on revient, je dirais, de manière générique, évidemment, à la question de la relation à soi, c'est-à-dire quel rapport de confiance entretient-on avec soi-même. Et si, évidemment, le rapport de confiance, je dirais, est clair et solide, bah, à ce moment-là, évidemment, le rapport aux autres, il est solide aussi. Et on évite, du coup, de tomber, évidemment, dans les abus et d'être abusé. En fait, toi, Yolande, j'ai vu un petit peu, pour avoir fait un petit peu le tour sur Internet, j'ai vu un petit peu que tu as déjà pris la parole à d'autres reprises, mais j'ai quand même l'impression que tu as envie que cette parole, justement, vers l'extérieur soit peut-être un peu plus fort, plus audible. C'est un choix que tu fais maintenant d'accepter, par exemple, ce genre d'entretien? Alors, oui, oui et non. Oui et non. Oui, bien sûr, c'est un choix. Tu ne m'as jamais forcé à faire cette interview, même si j'ai beaucoup hésité, parce qu'il y a eu beaucoup de temps entre le moment où ça fait quasiment un an que tu m'as proposé de faire cette interview. J'ai dit oui, non, je ne sais pas, je réfléchis. Euh, alors, il y a plusieurs choses. C'est que, bon, j'ai 60 ans, donc j'ai une certaine maturité. J'ai eu besoin de ce temps pour réfléchir, penser, échanger avant de construire ce qui pourrait être ma propre pensée ou mon propre credo de ce en quoi je crois. Ce qui est une des difficultés pour moi, c'est de garder une forme de neutralité, de distance vis-à-vis de mes patients. Je ne suis pas là pour étaler ma vie personnelle parce que sinon, j'ai plus d'espace thérapeutique possible. Donc, je suis sur un fil assez difficile entre le dévoilement d'un certain nombre d'éléments de ma vie privée qui expliquent d'où je parle, comme on dit, hein, d'où tu Oui, parles. oui. Donc, je parle à partir de mon expérience, hein, d'abord. Et donc, quelque part, ça nécessite que j'en dévoile quelques aspects. Et du fait de mon métier, qui est un métier plutôt de l'ombre et qui est un métier plutôt de retrait par rapport aux patients, je ne veux pas, par mes paroles publiques qui deviendraient publiques, trop envahir l'espace de mes propres patients. Donc, je suis toujours un peu sur ce fil de rasoir entre qu'est-ce que je peux dire. Alors, j'allais dire en off, avec n'importe qui, je peux tout dire. Je me sens vraiment tout à fait. J'ai plus de honte. Voilà, je suis assez claire
sur ce que je veux, sur ce que je sais, sur ce que je ne sais pas, surtout. Mais le dévoiler dans l'espace public, mais c'est vrai que grâce à Dieu, j'allais dire, grâce à ce film de Ozon qui m'a vraiment beaucoup, qui m'a comme, bon, en fait, j'ai passé une période, le film m'a fait énormément pleurer, mais énormément, même d'en parler encore, j'ai les larmes qui vont me revenir parce que c'est tellement vrai, c'est tellement, tellement vrai, enfin, même il y a des instants, des micro-millièmes de seconde qui sont tellement vrais, tellement que ça m'a fait prendre conscience. Enfin, j'ai repris la dimension, la profondeur de mon vécu à ce moment-là. Concomitamment, il y a l'action de la parole libérée. Et en fait, je me suis sentie comme, non, mais je ne peux pas rester dans mon coin. Je ne peux pas laisser les autres aller au charbon. Je ne peux pas et ne rien faire, en fait, C'est parce que ça. moi aussi, quelque part, c'est un peu le truc du MeToo, c'est-à-dire moi aussi. C'est-à-dire que il y avait cet aspect-là, je me disais, non, mais il faut que comme un devoir, c'est ça. Moi, quelque part, si j'ai une loyauté à l'égard de toutes les autres victimes. Je me sens solidaire. Oui, ça, ma famille, c'est la famille des victimes, ça c'est sûr. Ça, je pourrais dire ça. Euh, c'est très fort dans mon cœur, j'allais dire. Donc, si j'ai une loyauté, elle est à l'égard des autres victimes. Et c'est peut-être ça, c'est au nom de ça que je parle. C'est au nom Ouais. de ça que euh, c'est au nom de ça, finalement, que j'ai accepté la proposition de la CIAS, par exemple. Oui, parlons-en. Euh, c'est au nom de ça que j'ai accepté de révéler que j'avais apostasié euh, à l'occasion de la déclaration de Barbarin de vouloir faire appel. J'ai décidé, il y a comme des lignes rouges, en fait, qui ont été dépassées au moment de l'affaire de la parole libérée de Barbarin, qui m'ont comme poussé en fait de mon silence, qui m'ont poussé de mes retranchements, de mon travail de l'ombre. Je me suis toujours senti une responsabilité, entre guillemets, de mes frères et sœurs, pour utiliser un langage que certains connaissent, de mes frères et sœurs abusés. C'est-à-dire, oui, je me sens un lien fraternel, je me sens des devoirs, je me sens de l'engagement à avoir. Et, euh, et l'affaire Barbara, ça a été, pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je pense que c'est probablement, quand je l'entends encore sur les ondes, c'est vraiment le genre de truc qui peut me faire sortir de mes gonds. Je suis plutôt quelqu'un d'assez calme, pas tellement querelleur, mais voilà, des gens comme ça peuvent me faire sortir. Et en fait, ça m'a fait sortir de mes gonds. La preuve, c'est que j'avais été contactée par plusieurs radios, etc. J'ai toujours dit non. Et là, en fait, euh, on m'a interrogé, je crois que c'est France Info qui m'a demandé bah, pourquoi vous avez apostasié. Et là, je dis, mais là, je peux plus, là. Euh, je m'en fiche Oui, de l'Église, je me sens pas d'appartenance, j'ai pas besoin de leur dire, j'ai pas besoin de le faire savoir, j'avais même pas besoin de l'écrire, entre guillemets. J'ai envie de dire, l'Église m'a quitté depuis longtemps, m'abandonner dans le sort de cette espèce d'ordure de prêtre. Il y a longtemps que l'Église m'a quitté, enfin bon. Donc, mais là, en revanche, j'avais besoin de signifier à cette caste d'hommes abuseurs, parce que dans l'Église, il y a aussi des gens très bien, que ça suffit, quoi. Donc, j'ai pas beaucoup de moyens pour le faire. Et puis moi, du coup, je n'appartiens pas à des associations parce que je veux me sentir libre. Donc, mon seul moyen de porter une parole, c'était d'écrire à mon évêque pour dire, ciao, là, vraiment, on n'en peut plus. c'est ça. Mais là, pour le Et coup, quelque part, tu vivais une distorsion de nouveau absolument incroyable, indicible, entre les actes de charité que le clergé est censé effectivement poser et montrer l'exemple, et une réalité toute crue où finalement les victimes sont de nouveau laissées pour compte, quoi. ouais. Pour moi, c'est un refus de fraternité Mhm. essentiel. Et c'est là que la rupture va se faire, c'est-à-dire, entre guillemets, t'es mon frère ou tu l'es pas. Enfin, voilà, y a un moment donné, c'est plus possible. Enfin, C'est du concret, quoi. et c'est là que va se construire qui est ami, qui est ennemi d'une certaine manière, hein, dans cette espèce de combat qu'il Ouais. y a entre les victimes qui cherchent à obtenir reconnaissance et réparation et l'institution et tous ceux qui la constituent ou qui la soutiennent
pour de multiples raisons, parce qu'il y a de multiples raisons pour faire ça, et qui vont rien faire. Donc, il y avait ça, et il y avait aussi que dans ma patientèle à ce moment-là, j'étais en contact avec plusieurs victimes de prêtres, de religieux et de religieuses. Et notamment, moi, j'ai eu des victimes de Tony Natrella, mais pas que. Je connais, par exemple, j'ai une meilleure amie d'enfance qui, on peut dire, une victime d'une religieuse, hein, de sa mère supérieure. Donc, en fait, j'avais dans mon entourage, je vais dire, près, tout à fait immédiat, euh, une concentration à un moment donné de victimes de clercs, alors c'est des victimes sexuelles, je le dis, Mhm. euh, qui fait que j'ai comme été poussée, c'est-à-dire c'est la conjonction de ça, plus de ce qui se passait dans l'espace public, politique, social, qui fait que je me suis sentie vis-à-vis de mes patients et patientes à qui je ne disais pas mon histoire, je ne pouvais pas dire mon histoire, de leur signifier que j'étais solidaire d'elles et que j'étais pas juste là, les droits croisés, comme la psy qui dit ah oui, oui, ma pauvre, ah là là, mon Dieu, c'est terrible, oui, oui, je suis avec vous, je comprends bien. Oui, je comprends bien. En fait, on ne comprend jamais vraiment bien l'autre, même si on a Mhm. soi-même été une victime. Mais il fallait que je passe à une dimension haute, c'est-à-dire il fallait que je rentre dans l'espace politique et social, quoi. Je ne pouvais pas rester dans mon cabinet parce Ouais. que Il y a un parce que point je de suis un bascule. témoin aussi de cette histoire, enfin un témoin vivant de cette histoire de l'abus sexuel et l'abus de toute nature, hein, puisque Mhm. dans l'Église. Et finalement, je me sens à nouveau dans l'histoire et dans la partie historique de cette institution. Et j'allais dire comme démocrate, hein, je ne peux pas faire autre chose qu'à un moment donné d'avoir de la voix, quoi. Ben oui, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, évidemment, j'ai envie de dire, tu as les compétences, tu as l'expérience et du coup, tu as une voix effectivement qui peut porter aussi et qui peut faire résonance dans la Mm, vie d'autres personnes qui ont vécu des choses semblables. D'où évidemment ton témoignage que tu as apporté à la commission Sauvé mm, qui du coup qui est une commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église et qui est mm, qui va jouer, je l'espère, un rôle extrêmement mm, important. Tu peux nous rappeler, Yolande, en deux mots peut-être, quelle est la mission de cette commission pour ceux qui ne le savent pas mm. encore? La commission indépendante contre les abus sexuels dans l'Église, il y a bon, qui est pilotée par Monsieur Sauvé, qui est un homme d'une grande intégrité. En tout cas, vraiment, j'ai une grande confiance dans son travail. Je dois avouer, et je l'ai dit aux membres de la commission, que j'étais très méfiante. Et alors, j'ai été, je pense, dans les premières, c'est-à-dire dès que le site Internet, dès qu'on a pu déposer de manière électronique son témoignage, l'est fait, j'allais dire comme un peu la pierre du colibri, je me suis dit, bon, c'est mon devoir, je le fais, je le dis. Et puis, j'ai laissé ça en me disant, de toute façon, on verra bien, c'est une énième commission, de toute façon, c'est une manière d'enterrer. J'ai jamais cru, et je ne crois toujours pas que les évêques en feront quelque chose. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Si la société civile, si les gens en dehors de l'Église, qui soient en dehors de l'Église au sens qu'ils n'ont pas d'appartenance, ou en dehors de l'Église, institution, c'est-à-dire que j'ai rien contre la foi et la croyance, mais s'ils ont pris suffisamment de distance avec l'institution, ne se bouge pas, il ne se passera rien avant des lustres. Je n'ai mais aucune illusion, pas même sur le pape. Euh, donc, euh, euh, donc j'avais laissé tomber ça. Et puis en fait, pour être très honnête, c'est une victime adulte qui m'a poussée, qui m'a dit Yolande, c'est pas possible, moi je sais ce que tu fais, ton travail, etc. Tu dois aller témoigner, c'est-à-dire tu dois appeler la commission sauvée pour leur dire que tu veux être auditionné. C'est pas suffisant de juste laisser ton témoignage Hmm. parce que toi, tu as des choses à dire sur l'accompagnement des victimes en tant que psy et notamment en tant que psy qui a elle-même été victime, donc qui a un regard particulier parce que elle m'a toujours dit, elle m'a dit, mais il n'y a que toi qui es capable d'aider, il n'y a que toi qui entends ce que bien d'autres n'ont pas entendu. Et en fait, c'est elle qui m'a convaincue, je lui ai fait confiance que c'était important que j'aille témoigner. Donc, j'ai appelé la commission sauvée et donc je suis passée par un témoignage, j'ai été reçue par deux personnes avec une grande qualité d'écoute. Je me suis sentie entendue, vraiment, mais vraiment entendue. Ils m'ont posé plein de questions pertinentes. Euh,
Et donc là, je me suis dit, ah oui, il y a vraiment quelque chose de constructif qui existe. De l'intérieur, voilà, je me suis forgé cette, comme on dit, cette intime conviction que c'était des gens honnêtes et qui faisaient vraiment leur travail de manière indépendante. Bon, il y a toutes les conditions extérieures, hein. Ce sont des gens qui sont bénévoles, ils ne sont pas affiliés, ils sont ou d'affiliation suffisamment différente pour qu'il y ait un regard panoramique et le moins partisan possible. Euh, et donc, j'ai accepté de participer d'abord en donnant mon témoignage et après, à leur demande, je n'ai rien demandé. C'est eux-mêmes qui m'ont demandé de participer. Ils ont plusieurs commissions Mhm. à leurs travaux parce que justement, il leur manquait des psys, notamment pour toute la problématique de réparation, d'indemnisation et de réparation. Qu'est-ce qui peut aider? Donc, j'ai travaillé sur ce volet-là de l'indemnisation et de la réparation, tout simplement parce que, par exemple, je sais combien coûte rien qu'en soins thérapeutiques et corollaires, combien coûte en fait euh, pour certains l'abus sexuel. Je vais donner un chiffre. Euh, donc j'ai fait ce travail pour la CIAS. J'ai pris tous mes dossiers de patients Mhm. sur les dernières années. Et donc, je n'ai pas cherché à avoir trois, mais j'en ai un. Et donc, j'ai calculé pour chacun, parce que j'ai quand même suffisamment d'informations pour savoir combien ils ont fait des séances de psychothérapie avec moi, combien ils ont fait des séances à l'EMDR, combien ils ont acheté des médicaments, combien ils ont perdu leur travail, etc. Donc, j'ai fait concrètement, sur la base de mes propres dossiers, une évaluation financière que du volet psychothérapie, accompagnement psychologique, hein, que là-dessus. C'est mon domaine et je n'ai prise que là-dessus. Alors, ça comprend des visites chez le médecin, ça, les gens, par exemple, qui ont du surpoids parce qu'en fait, ils ont des problématiques d'abus, les gens qui ont des problématiques d'alcool, ça comprend le prix de la cure, etc. C'est-à-dire Mhm. pas que mon travail, mais le travail uniquement médical et psychothérapeutique. Je n'ai aucun dossier à moins de 20 000 euros et c'est allé jusqu'à 100, je ne sais plus, j'ai donné le chiffre à la CIAS, je crois quelque chose autour de 150 000 ou 180 000 euros de Ah oui, oui, soins. De oui. soins. Ça n'indemnise pas le divorce, le mariage raté, le fait de ne pas avoir eu d'enfant, le fait d'avoir été en errance professionnelle. Enfin bon, tout ça, je ne le compte pas, Mais là, hein. là, Yolande, tu mets vraiment le doigt sur un aspect absolument incontournable et indispensable à aborder, qui est effectivement l'aspect réparation financière, parce que je pense qu'il y a beaucoup de victimes en fait qui se sentent mal à l'aise d'aborder cet aspect-là en disant finalement, on risque de croire que le seul problème c'est financier et que c'est ça que je veux, alors qu'évidemment, ce sont les conséquences du trauma qui font qu'il y a effectivement une surcharge financière qui doit être prise en charge. Et le gros problème évidemment par rapport à ce genre de situation, c'est que les personnes qui ont été abusés par un prêtre ou par une communauté ou par une supérieure, tu en as parlé, finalement se retrouvent en incapacité de travail. Parfois, après 10, 15, 20 ans dans une communauté, se retrouvent du jour au lendemain en dehors de la communauté qui n'a pas cotisé, et donc elles se retrouvent sur la paille. Donc elles doivent non Ouais, seulement évidemment se reloger, se nourrir, mais doivent prendre en ouais, charge des soins psychothérapeutiques qu'elles ne peuvent absolument pas prendre en charge. ouais. Donc ça c'est un vrai problème, l'indemnisation. Oui, d'autant plus que c'est aussi propre à la France. On a assez, enfin, sans vouloir heurter les gens, mais ce qui concerne le soin psychiatrique, parce que le soin psychologique est englobé dans la politique de santé sur le versant psychiatrique. Donc déjà, l'hôpital psychiatrique, déjà l'hôpital, est en très mauvais état, mais alors la volet psychiatrique encore plus. Ce qui veut dire que le dispositif, en France, le dispositif public d'aide psychologique, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a aussi des victimes qui ont besoin d'aller à l'hôpital psychiatrique et d'avoir des soins par des psychiatres, ne serait-ce que tout simplement avoir des prescriptions pour avoir des médicaments pour dormir, hein, ou des gens qui ont des problèmes de dos et de choses comme ça. Le problème, c'est que la psychiatrie, hein, le dispositif public de psychologie, donc d'accompagnement, d'aide, n'est pas gratuit. Enfin, c'est soi-disant gratuit, mais tout ce qui est gratuit est saturé, il n'y a pas de place. C'est-à-dire que aujourd'hui, même un enfant qui est en difficulté scolaire, par exemple, parce qu'il est déficient, il n'a pas de place au CMP pour voir une psychologue au minimum une fois par semaine. Si on arrive à avoir pour les urgences psychiatriques, on le voit avec le Covid, si on arrive à avoir un rendez-vous avec
une psychologue ou même un infirmier psychiatrique une fois par semaine au dispensaire gratuit, c'est bien tout ce qu'on peut obtenir. C'est-à-dire que aller voir une psychologue, une psychothérapeute, quelle que soit comment dire, l'obédience, c'est 80 € par semaine. Enfin, Bah ouais. alors, si on est en province, c'est un peu moins. Si on est à Paris, ça peut être un peu plus. Qui peut se permettre, quand on n'a pas de travail, quand on est sorti de 20 ans de communauté religieuse, etc., qu'on n'a pas de sécu, pas de patrimoine, qui peut se payer ça? Qui peut se payer d'aller voir une naturopathe pour trouver des moyens de gérer les problématiques de sommeil, les victimes qui ne dorment plus depuis 10 ans, 15 ans, qu'on fait tous les cures de sommeil. Bon, il y a des moments, il faut passer par des médications, on va dire parallèles, etc. Mais tout ça, c'est un coût. Les victimes d'agressions sexuelles qui ont des problématiques de poids, de surpoids, d'anorexie, boulimie, c'est une plaie. Enfin, Ouais. les gens qui vivent dans ces problématiques-là, c'est des années et des années. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une boulimique ou un anorexique s'en sortir en 3 mois. Ça peut Mm. être 5 ans, 10 ans d'accompagnement thérapeutique, psychologique. Au quotidien, c'est des trucs qui nous demandent des soins toutes les semaines. Qui paye ce suivi? Qui paye ce suivi? Les religieuses, moi, je pense beaucoup parce que malheureusement, enfin bon, c'est un petit peu un biais, mais je pense que l'Église n'est pas étrangère à ce biais. Bon, elle a accepté du bout des lèvres de bien vouloir parler des victimes enfants parce que de toute façon, l'évidence, elle ne peut pas la nier, mais il y a encore une grosse chape de déni sur les victimes adultes. Mm. Et donc, les victimes adultes, c'est qui? C'est des religieuses dans leur couvent. Donc, et quand elles sont dans des communautés nouvelles, puisqu'on a vu quand même que les communautés nouvelles, on verra ce que dira la commission Sauvé, mais les communautés nouvelles sont très incriminées là-dedans pour des religieuses qui souvent ne sont pas des religieuses. Donc, parce que quand même, il y a des règles normalement pour les religieuses de cotisation sociale aux retraites à la Sécu. C'est des gens qui, quand ils sortent, ils n'ont même pas la Sécu, donc même pas des cotisations retraite, donc pas de logement, pas de. Donc, si vous voulez, quand on ajoute tout ça, c'est juste insupportable en Bah fait. oui. C'est-à-dire que l'avenir, évidemment, est assez noir pour ces personnes-là. Et en plus de ça, évidemment, sur le plan affectif, elles ont été complètement bousillées. Donc, Oui, c'est quand même, c'est quand même aussi une tranche de vie, évidemment, qui elle, quelque part, ne sera jamais indemnisable, quoi. Je veux dire, ce sont parfois les plus belles années. Parce que beaucoup rentrent dans des communautés à l'âge de 20 ans. Il y a un idéal incroyable. Ils rencontrent une personne charismatique. Ils pensent avoir la vocation. Ils rentrent. Et puis, ils sortent cassés 10, 15, 20 ans plus tard, quoi. Donc, c'est l'adolescence qui en a pris un coup dès le départ. c'est Et, l'adolescence en France. Bon, alors, heureusement, je ne voudrais pas non plus avoir une vision misérabiliste des victimes et d'être dans un discours essentiellement victimaire. Je disais Hmm. tout à l'heure, j'aime bien le mot de survivante qui dit quelque chose de la dynamique, de se mettre debout, de se remettre debout. Et heureusement, il y a beaucoup de victimes et d'ailleurs, on ne les voit pas, elles ne parlent pas parce que elles ont reconstruit leur vie, elles ont, Dieu merci, une famille, un boulot qui leur plaît, retrouver un conjoint, euh, bon, voilà, retrouver de l'élan de vie, etc. On n'est pas victime toujours, mais il y a des victimes qui sont entre guillemets victimes toujours, c'est-à-dire que c'est tellement détruit qu'elles se reconstruisent quasiment pas ou peu, ou trop peu. Donc, dans les victimes, on ne peut pas en parler de manière comme ça Non. monolithique. Il y a beaucoup d'histoires différentes, il y a des impacts différents, mais sur ce volet de l'indemnisation et de la réparation, euh, moi, j'attends beaucoup de ça parce que la première chose, c'est le soin, l'écoute et tout simplement que les victimes puissent être entendues, écoutées, commencer un travail thérapeutique de narration, tout simplement, parce que la narration répare. Se Bien sûr. raconter, raconter. On voit bien que les récits autobiographiques, il y a beaucoup de victimes qui ont écrit des récits, c'est thérapeutique, et c'est pas que thérapeutique, c'est informatif pour nous. Les victimes détiennent un savoir sur elles-mêmes en tant que Oui, victimes. oui. Et donc, les gens qui s'intéressent au sujet doivent s'intéresser aux victimes dans ce qu'elles racontent, dans ce qu'elles expliquent, dans ce qu'elles disent. Euh, ça me paraît essentiel. Euh, les Tout en, victimes, vraiment, sont le problème de l'Église. Elles doivent faire partie de la solution. Enfin, ouais, c'est incontournable. ouais. Incontournable.
Et on voit aussi avec justement la multiplication des témoignages, des prises de parole des victimes, que finalement la parole se libérant de plus en plus, ça fait tache d'huile aussi. Et que donc du coup maintenant les victimes commencent enfin à être crues dans leur récit. Mm, 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 mm. Tu attends quoi En- en fait toi du rapport de la CIAT? Tu peux nous rappeler quand d'ailleurs ce rapport va Le sortir? 5 octobre. Donc, la sortie sera le 5 octobre. Ça sera remis aux évêques. Euh, dès que je l'aurai lu, probablement j'en ferai un commentaire. Mais bon, les prémices de l'accueil et de la réception, quand on voit les réseaux sociaux, on a des cheveux à se faire, hein, en tant que victime. C'est pas gagné. J'ai envie de dire, parce que j'ai envie de lui donner de la reconnaissance publique à François Deveau. Je pense que la pire des choses qui est arrivée aux victimes, c'est la dissociation de la parole libérée. Hmm. Pour moi, c'était le phare, c'était le seul contre-pouvoir à la toute-puissance des clercs et de l'Église en tant qu'institution. Euh, Ils ont légitimement suscité beaucoup d'adhésion et d'espoir. Ouais. J'espère que les associations de victimes relaient, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que la parole libérée, de manière plus locale, on va dire, peut-être de manière moins visible, moins médiatique, mais donc du coup moins puissante. J'espère que toutes ces associations vont pouvoir faire corps pour faire front, Ouais. pour être un interlocuteur suffisamment fort pour contraindre les évêques, l'institution religieuse, les prêtres, le pape, pour les contraindre à non seulement à entendre, mais à faire quelque chose de concret de la parole des victimes et de leurs blessures, c'est-à-dire pas seulement dire oui, oui, on vous a entendu, le je vous ai entendu, et venez dans mon bureau, on va discuter. Enfin, moi, Hmm. non, 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 Hmm. non. Donc, la énième réunion plénière à Lourdes, c'est pas ça que j'attends. Le beau discours du porte-parole de la conférence des évêques, quand il y aura le rapport Sauvé, ça n'a aucun impact sur moi. J'attends des actes. Enfin, je pense qu'on l'a suffisamment dit. Donc, en fait, les victimes, j'espère, vont s'organiser via les associations. Et je pense que la seule chose que je peux faire, c'est inciter tous les gens qui m'écoutent à se, à se regrouper dans les associations, c'est-à-dire à renforcer le pouvoir politique des associations de victimes, de renforcer leur pouvoir financier, c'est-à-dire donner de l'argent. Les associations ne fonctionnent pas toutes seules sans Hmm. rien, pour constituer un interlocuteur, je ne vais pas dire un groupe de pression, je fais exprès de dire ça, un interlocuteur valable et fort vis-à-vis d'une institution qui est immensément puissante. Hein. Hmm. Bah oui, mais en fait, Donc, c'est aussi un peu la difficulté, Yolande, évidemment, c'est que souvent on entend dire non, mais il faut absolument que ça bouge de l'intérieur de l'institution, parce que les personnes qui sont conscientes de l'intérieur peuvent du coup être quelque part plus crédibles. Elles sont de l'institution et donc leur parole peut porter. Et en même temps, la parole, évidemment, est aussi beaucoup plus étouffée. Donc, il y a quelque part, il faudrait évidemment quelque part qu'il y ait comment dire, cette connivence entre les associations et peu importe les membres, catholiques, pas catholiques, croyants, pas croyants, et l'institution pour effectivement à un moment donné sortir du déni et puis poser effectivement fin des actes, parce qu'on voit bien évidemment que si les choses ont changé, c'est grâce à la société civile, c'est grâce aux médias, c'est grâce à la parole libérée notamment, que l'institution ne bouge que s'il y a une pression, et à ce moment-là effectivement peut-être qu'elle commence un petit peu à bouger de l'intérieur et que certaines personnes, notamment Pierre Vignon, à un moment donné a pris aussi la parole de manière extrêmement, je dirais, ferme et audacieuse par rapport à Barbarin. Mais enfin, ça reste quand même des exceptions. ça reste des exceptions. En matière d'évêque, par exemple, euh, j'attends qu'il y ait un évêque qui sorte du rang et qui dise non, non. Enfin, Mm. voilà. Ouais. Qui se désolidarise. Non pas qu'il se désolidarise de sa structure, après tout, si elle la lui apporte et qu'il l'a choisi. Je lui demande qu'il se désolidarise de cette langue de bois et de cette manipulation dans laquelle il voudrait tous nous entraîner. Et donc, il se désolidarise de ça en disant, pour les histoires théologiques, le reste, etc.,
voilà, mais qui se désolidarisent des autres pour dire on fera quelque chose pour les victimes. Et en tant qu'évêque, à commencer par ça, dans mon diocèse, je vais mettre en œuvre tout ce que je peux, j'imagine, de tout ce que la commission Sauvé va proposer dans son rapport. Euh, je ne crois pas un seul instant que la CEF fera quelque chose. Je ne crois pas qu'un seul instant les évêques dans leur ensemble vont faire quelque chose. J'ai encore un peu d'espoir et peut-être de naïveté pour croire que peut-être un seul se lèvera pour dire dans mon diocèse, je vais faire ça. Hmm. Il y a Monseigneur Jacolin qui a fait des choses concrètement dans son diocèse, mais pour le moment, il les a toujours fait en son nom. Je pense avec beaucoup de bonne volonté, je le crédite de beaucoup de bonne volonté, d'écoute, etc. Mais je vois bien que pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Alors peut-être qu'en fait, pour qu'il y en ait un seul, il faudrait qu'il y en ait deux. Enfin voilà, tout seul, c'est dur. Oui, Hein, bah oui, oui, oui. Et peut-être qu'il faudrait évidemment que ça vienne du haut de la hiérarchie, hein, du tout au-dessus, j'ai envie de dire, puisque le pape François a quand même a priori autorité dans l'Église et que quand il s'agit effectivement j'ai envie de dire, d'excommunier, de dire ce qui ne va pas par rapport à la doctrine, il est le premier à poser des gestes forts, entre guillemets. Ce serait bien évidemment qu'il pose aussi des gestes forts par rapport à la réparation de son Église, pour le coup. Par rapport justement aux plus fragiles et aux plus faibles. C'est un peu ce que disait François Deveau lorsqu'il était président de la parole libérée, c'est finalement, vous vous êtes fondé, dites-vous, sur l'évangile, bien, revenez simplement à l'évangile, c'est ça finalement. Ça devrait être le cœur du message de l'Église, le retour à l'évangile. Donc bon, j'allais dire suite au prochain numéro, Ouais. on attend d'abord la publication du rapport Sauvé. Euh, Vraiment, je l'attends avec impatience de voir un peu ce qu'il y a. Après, j'allais dire, le sort du rapport est entre nos mains à tous. C'est-à-dire que je ne crois pas les évêques. Les évêques, dans leur grande majorité, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on arrête de parler des victimes et qu'on passe à autre chose, Mm, grosso modo. mm, En plus, en ce moment, comme c'est quand même quelque chose qui les intéresse beaucoup, il y a la crise financière des diocèses, hein, parce qu'avec la Covid, évidemment, il y a vraiment des réels problèmes d'argent, euh, de fonctionnement, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est pas parce qu'il y a des. C'est comme dans les budgets dans les entreprises, il y a le budget de fonctionnement et puis il y a le patrimoine. Donc, bon, je veux bien. Il y a des problèmes de budget dans les diocèses, ça je sais que c'est vrai, il y en a beaucoup de gens qui peuvent être au bord de la faillite, comme on dit, mais on peut être en faillite, mais avoir du patrimoine pour réparer le problème de faillite. Donc, l'histoire de l'argent, ce n'est pas un sujet. Euh, il n'y a mm, qu'à vendre quelques immeubles dans Paris pour constituer un fonds pour les victimes et leur indemnisation. Ça, c'est l'argument financier de se dire comment on va faire, c'est extrêmement facile. C'est mm, très, très, très facile. C'est-à-dire, trouver de l'argent pour indemniser les victimes, c'est bien pour ça que les victimes sont extrêmement en colère. La partie technique de constituer le fonds est extrêmement simple, c'est vendre du patrimoine. Hein, c'est quand on a des dettes et tout, ben on vend sa maison, on vend sa voiture ou je sais pas quoi. Donc là, ben, il faut vendre du patrimoine, c'est quand même l'argent des fidèles, hein, d'abord le patrimoine de l'Église. Donc, il faut constituer le fonds en vendant du patrimoine s'il le faut. Euh, mais donc, du coup, je pense que les évêques seront préoccupés par l'argent. Donc, les victimes, c'est tout à fait secondaire dans leur état d'esprit. Le besoin de pouvoir, on le voit d'ailleurs au travers l'archevêque de Paris, comment il se constitue. Euh, je trouve qu'il y a vraiment il y a quelque chose qui était très intéressant autour de la Notre-Dame de Paris. Moi, j'ai trouvé tout à fait intelligent et intéressant le discours de Monseigneur de Sinetti qui disait oui, on reconstruit la cathédrale de Paris, il va y avoir des fonds, etc. Il y a l'aspect culturel, mais il y a l'aspect aussi spirituel. Mais si on revient à l'essence de ça, de la même manière qu'on construisait des cathédrales et des églises, on construisait à côté des hôtels-dieux. Donc, bon, donc si on doit reconstruire la cathédrale de Paris, alors il faut qu'il y ait une partie des sommes de mm. cet argent
qui aille aux plus pauvres, aux victimes de l'Église. Donc, j'ai trouvé que c'était une voie assez intéressante. Donc, allons-y, effectivement. Moi, je suis tout à fait d'accord sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris, mais sur cet énorme afflux d'argent pour des pierres, il y a d'abord des pierres vivantes. Et les victimes sont des pierres vivantes pour celles qui restent dans l'église de cette église-là, eh bien, occupons-nous d'elles. Donc, l'argument financier, il y a du patrimoine. De Notre-Dame de Paris, il y a eu un afflux d'argent. Sur cet afflux d'argent, prenons une dîme pour les victimes de l'Église. Ce sont les plus faibles et les plus fragiles aujourd'hui de l'Église. Il y a bien sûr les pauvres, les migrants, les femmes célibataires. Enfin bon, on peut Hmm. trouver des pauvres partout, ce n'est pas la difficulté. Mais l'argent n'est pas un souci pour la. Il faut arrêter de vouloir demander à des gens encore qui ne sont concernés en rien directement par la responsabilité d'avoir couvert des pédocriminels. La Hmm. responsabilité, c'est comme une responsabilité dans le travail. C'était leur travail d'évêque. Les évêques, ils ne sont pas dans la structure salariée, quel que soit leur attachement. Donc, c'est la structure dans sa constitution qui est co-responsable. Donc, les prêtres, les évêques, même s'ils ne sont pas abuseurs, ils ne sont pas coupables, mais ils sont co-responsables de la structure, puisqu'ils y sont, ils la font perdurer, ils l'entretiennent et ils décident pour elle. Donc, c'est eux qui doivent Ouais. constituer ce fonds. Mais Donc, c'est voilà. peut-être là aussi, Yolande, que l'on voit évidemment où les priorités, effectivement, de fait, sont mises par l'Église. Mais un des intérêts pour moi de notre échange était évidemment de te donner la parole, c'est-à-dire que tu puisses nous dire finalement d'où tu parles, en sachant Mhm. un petit peu justement quel a été ton propre cheminement et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu prends la parole et tu t'engages de fait aux côtés des victimes. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant, enrichissant comme échange. Je ne sais pas si avant de terminer, éventuellement, tu souhaitais encore mettre l'accent sur un point qui te paraît important. Non, je te remercie beaucoup. Je trouve que j'ai déjà été très bavarde. 1 heure et demie, c'est beaucoup. Donc, donc je pense qu'on va s'arrêter là et puis on se donne rendez-vous pour l'après-sieste, hein. Voilà, absolument. On va faire comme ça. Donc, à très bientôt. Voilà. Merci. Merci. Allez, à Mer- bientôt. à bientôt, Yolande. Merci.